Le journal de 7h30, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La paix en Ukraine apparaît chaque jour un peu plus probable, même s'il faut toujours rester très prudent. En tout cas, une rencontre Poutine-Zelensky qui semblait improbable il y a encore quelques jours pourrait avoir lieu d'ici 2 semaines. Les préparatifs de ce sommet ont commencé, assure Donald Trump. Moscou a déjà donné son feu vert. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Ce futur face-à-face entre les présidents ukrainiens et russes, c'est la principale annonce après les discussions organisées à la Maison-Blanche hier. Oui, pas de déclaration publique, mais comme d'habitude, un message sur le réseau Truth Social. Donald Trump y raconte avoir eu une très bonne réunion avec les dirigeants européens, au cours de laquelle ont été discutées des garanties de sécurité pour l'Ukraine, fournies par les pays européens en coordination avec les États-Unis. Après cette réunion, Donald Trump dit avoir appelé Vladimir Poutine et ce dernier aurait accepté de rencontrer Volodymyr Zelensky. Après cette rencontre, les 2 présidents et moi-même nous réunirons tous les 3, a-t-il ajouté. Avant de conclure, tout le monde se réjouit de la possibilité d'une paix entre la Russie et l'Ukraine. La réunion d'hier constitue effectivement une avancée vers la résolution du conflit. Volodymyr Zelensky a notamment remercié Donald Trump et a parlé d'un pas en avant majeur. Mais ici aux États-Unis, les commentaires sont pour l'instant assez prudents. Tout le monde se demande désormais si la rencontre entre Poutine et Zelensky aura vraiment lieu. Et si elle a lieu, où et quand se déroulera-t-elle? La question se pose aussi à propos de ces fameuses garanties de sécurité européennes en coordination avec les États-Unis. On sait que les Européens veulent qu'elles soient similaires à celles du traité de l'OTAN, mais pour l'instant on ne connaît aucun détail. Et puis, il y a bien sûr le grand absent des réunions d'hier, le cessez-le-feu, un terme devenu quasiment tabou ces derniers jours, mais qu'il faudra bien ressortir si Russes et Ukrainiens doivent se parler. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors Donald Trump semble très optimiste quant à la signature imminente d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais les Européens se montrent plus prudents, notamment Emmanuel Macron. Le président de la République ne cachait pas ses doutes sur les réelles intentions de Vladimir Poutine. C'était hier à la sortie de la Maison-Blanche. J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité d'une volonté de paix de la part du président russe. Parce que aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Et que son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. Aujourd'hui, la Russie, dans les faits, elle continue la guerre, elle l'intensifie, elle mène une guerre contre les civils ukrainiens aussi, et elle ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. Emmanuel Macron, hier, à la sortie de la Maison-Blanche, le président de la République qui estime ce matin que la paix en Ukraine passera nécessairement par l'octroi de garanties de sécurité robustes. Des garanties qui devraient être formalisées par les alliés de Kiev d'ici 10 jours. Au Proche-Orient, la balle est désormais dans le camp israélien. C'est ce qu'indique l'Égypte après le feu vert du Hamas, un nouveau projet de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Pas de réaction officielle du côté de l'État hébreu pour le moment. La nouvelle offre formulée par les médiateurs égyptiens et qataris prévoit un arrêt des combats de 60 jours au cours desquels les derniers otages israéliens seraient libérés en 2 temps. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h34. C'est un vrai fléau chaque jour en France, une vingtaine de vols de cuivre recensés. Des réseaux très organisés, souvent originaires des pays de l'Est, s'attaquent à des câbles qui contiennent ce métal revendu ensuite à prix d'or. Parmi les cibles privilégiées par les malfaiteurs, les voies ferrées, l'éclairage public ou encore les réseaux de télécommunications. Alors les entreprises qui en sont victimes, comme la SNCF ou Orange, tentent de prendre des mesures fortes pour dissuader les malfaiteurs. Aurélien Fleureau. En charge de la gestion de 28 000 km de lignes, SNCF Réseau a sérieusement renforcé la surveillance pour éviter des journées avec un trafic perturbé ou même totalement à l'arrêt. Par exemple, en mars dernier, 3 incidents en une semaine dans le Haut-Rhin, plusieurs centaines de kilomètres de câbles dérobés, préjudice plus de 100 000 €. Alors, des agents de sécurité privée ont été placés sur des lieux stratégiques. La Sûreté ferroviaire organise des tournées quotidiennes, des alarmes ont été installées, trackers GPS et même survol par des drones. La panoplie est large, mais encore insuffisante tant le réseau est vaste et les voleurs organisés. Un sujet préoccupant chez Orange également, qui explique avoir recensé 2300 vols de câbles l'an dernier rien qu'en Île-de-France, une augmentation de 35% en un an. Chaque mois, plusieurs centaines de kilomètres de câbles du réseau ADSL sont coupés. Orange dépose plainte systématiquement, travaille en étroite collaboration avec les préfectures. Enfin, l'opérateur s'emploie depuis quelques mois avec la Fédération française des télécoms à faire évoluer le code pénal pour obtenir des sanctions plus sévères.
Aurélien Fleureau. Le gouvernement poursuit la bataille contre les mariages blancs. Dans une circulaire adressée au procureur, consultée par nos confrères du Journal du Dimanche, Gérald Darmanin appelle les magistrats à porter une attention particulière aux éléments transmis par les officiers de l'état civil, laissant présager d'une fausse union. Et en cas de doute, le ministre de la Justice appelle au report systématique de la cérémonie. De nouvelles violences anti-chrétiens ce week-end. Oui, alors que ces actes sont en augmentation de 13% sur un an, 2 saccages d'églises ont eu lieu samedi en Seine-Saint-Denis. D'abord à Pantin, puis à La Courneuve. Alexis Bourdon. Oui, des chaises ont été cassées, plusieurs statues ont été renversées et brisées et des affiches ont été arrachées. François-Xavier Desgranges, curé de l'église Sainte-Marthe des Quatre Chemins à Pantin, au micro de CNews. J'ai découvert un saccage énorme et la personne qui a fait ça, elle devait avoir une force très très grande. Tout était renversé, pas un espace était intact. Donc c'était assez impressionnant. Le suspect a été pris en flagrant délit et arrêté du côté de l'église Saint-Yves à La Courneuve. Selon les informations d'Europe 1, 25 fidèles ont été évacués et l'incident n'a pas fait de victimes. À l'arrivée des policiers, l'individu était armé d'un couteau suisse avec lequel il a menacé de mort les forces de l'ordre. Des renforts ont été nécessaires pour le maîtriser. Les 2 prêtres de Pantin et de La Courneuve ont porté plainte. De son côté, l'individu a été interné. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect serait un consommateur de crack en manque. Les précisions d'Alexis Bourdon. Des centaines de pompiers étaient toujours mobilisés cette nuit pour tenter d'éteindre l'incendie qui s'est déclenché dans un massif du Var hier au niveau du village de Pontévès. Sinistre finalement fixé au cours de la soirée après avoir parcouru 130 hectares de végétation. 4 soldats du feu légèrement blessés. Des incendies dans plusieurs pays d'Europe cet été, notamment dans la péninsule ibérique. Canicule et sécheresse favorisent les départs de feu en Espagne et au Portugal. 6 morts ces derniers jours dans les 2 pays et au total des centaines de milliers d'hectares de végétation détruit. Wilfried de Villers, les Espagnols connaissent tout simplement leur pire été de l'histoire sur le front des incendies. Oui, en Espagne, plus de 40 incendies sont toujours actifs alors que des milliers de pompiers et de soldats sont mobilisés pour lutter contre les flammes. C'est principalement dans le nord et dans le centre que se trouvent les principaux foyers de ces feux, dans les Asturies, en Castille et Léon ou encore en Galice, où des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées par sécurité ces derniers jours. Devant l'ampleur de ces incendies, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé dimanche dernier un pacte national face à l'urgence climatique. On parle de plus de 343 000 hectares partis en fumée en Espagne depuis le début de l'année. De quoi faire de 2025 la pire année sur le front des incendies dans le pays. Au total, ce sont plus de 560 000 hectares qui ont brûlé dans l'ensemble de la péninsule ibérique. Au Portugal, c'est aussi le nord et le centre du pays qui sont touchés. 5 grands incendies toujours actifs, dont celui d'Arganil qui préoccupe le plus au vu de sa rapide progression. Sur les 2000 pompiers portugais mobilisés, la moitié y sont déployés et ces feux ont fait au moins 6 victimes ces derniers jours, 2 pompiers en activité ainsi que des volontaires qui intervenaient sur un incendie espagnol. Wilfried de Villers. La sécheresse explique donc en partie ces incendies dévastateurs en Espagne et au Portugal, et la France est également touchée par la sécheresse. Des restrictions d'eau mises en place dans plusieurs départements et par endroits, les cultures souffrent cruellement. C'est le cas dans les vignobles alsaciens où le développement des grappes est ralenti. Un manque à gagner forcément pour les producteurs. Illustration à Orschwihr avec le correspondant d'Europe 1, Noé Chaillot. Dans les vignes d'Orschwihr, la sécheresse fait des dégâts. Des feuilles brûlées jonchent le sol, les grappes de raisin restent minuscules et la terre est dure comme de la pierre. Christian, viticulteur, s'inquiète pour les vendanges prévues début septembre. Les feuilles jaunissent, les raisins sont d'un vert assez foncé, presque bleuté. Ils restent petits, moins de jus, moins de récolte, moins de rentrée d'argent, moins de volume à vendre. Le viticulteur reste pourtant optimiste. Les quelques jours de pluie du mois de juillet ont redonné un peu de vigueur à ces 11 hectares de vignes en humidifiant les parcelles asséchées. Heureusement qu'il a plu une petite semaine, pas des quantités phénoménales, mais quand même c'est resté humide longtemps et l'eau a pu pénétrer sans y avoir trop d'évaporation. Donc la plante a pu prendre l'eau qui est tombée. Ça a stoppé plus ou moins l'impact sur les vignes. Mais si les températures restent élevées les semaines à venir, Christian craint de perdre jusqu'à 20% de sa récolte. Un manque à gagner important, surtout pour ses vins blancs, qu'il écoule chaque année à plusieurs milliers de bouteilles. Orschwihr, Noé Chaillot, Europe 1. Et bonne nouvelle tout de même, les températures redescendent. Si la nuit était encore très chaude par endroits, il n'y a plus aucun département en alerte orange canicule ce matin. C'est donc la fin de la deuxième vague de chaleur de l'été. Elle aura duré 10 jours. L'initiative d'une ville de Gironde pour donner aux plus jeunes le goût du travail. La mairie de Langon propose aux adolescents de 16 et 17 ans de travailler 3 heures par jour afin de se faire une première expérience professionnelle et un peu d'argent de poche. En l'occurrence, 60 € par semaine. Cela fait 5 ans que ce dispositif existe avec un succès qui ne se dément pas.
Le reportage européen de Guillaume Dreschler. Pendant la semaine, Sarah travaille à la piscine de Langon. Elle est arrivée à 7h du matin. Quand j'arrive le matin, je nettoie la piscine avec des épucettes et tout. Ensuite, je nettoie les pédiluves s'ils sont sales. Et après, vers 8h30, je nettoie les vestiaires avec une équipe. J'arrive à 7h. Et je repars à 10h. À 16 ans, c'est sa première expérience professionnelle. Mon frère, il avait fait ça les années d'avant. Du coup, ma mère, elle m'a motivée. C'est bien d'avoir un peu d'argent de poche, surtout quand on est jeune, pour s'acheter des vêtements et tout. Les 60 € sont récupérés en liquide à la fin de la semaine, mais ne parlez pas d'emploi saisonnier à Jean-Pierre Pointreau, responsable du dispositif et directeur des affaires scolaires, jeunesse et sport à Langon. Un saisonnier, il a 18 ans déjà, voilà, donc là, il peut vraiment travailler et puis il travaille 35 heures semaine. L'argent de poche, ça leur permet juste de découvrir pendant une semaine sur 4 jours et 3 heures par jour tout ce que fait la commune pour les usagers. Moi, je les considère comme des stagiaires quand ils sont argent de poche, alors qu'un saisonnier, pour moi, c'est un employé. Le but du jeu, c'est de leur faire voir ce que c'est que la vie active. Cantine scolaire, entretien des espaces verts. Cet été, 13 jeunes participent à ce genre de mission à la semaine. Et l'initiative de Langon, qui n'est pas inédite, a déjà suscité l'intérêt de communes limitrophes. À Langon, Guillaume Dreschler pour Europe 1. Et puis en tennis, immense déception pour Yannick Sinner. L'Italien numéro 1 mondial, malade, a dû déclarer forfait hier soir en finale du Masters 1000 de Cincinnati, alors qu'il était mené 5-0 dans le premier set par son grand rival Carlos Alcaraz. Conséquence, l'Espagnol remporte son 22e titre sur le circuit. Chez les dames, victoire en finale de la Polonaise Iga Świątek face à l'Italienne Jasmine Paolini. Merci Maëlle Hassani pour votre journal. 7h40.